tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, on va faire une petite vidéo rattrapage. Voilà, on a vu quelques films ces derniers temps au cinéma avec David. On va vous parler du film Venom 2, on va vous parler de Halloween Kills et on va vous parler du dernier Ridley Scott, Le Dernier Duel. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la vidéo chez David, parce que vous avez pu le constater, je suis pas chez moi, mais c'est ma toute première vidéo d'ailleurs chez David. Donc, c'est parti. C'est le mal incarné. Allez, vas-y. Tu veux ton masque? Alors viens le chercher. Ton heure est venue, Michael. L'un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider. Vous ne me croyez pas. Je risque ma vie pour vous. Il faut risquer ma vie pour sauver votre réputation. Le châtiment pour un faux témoignage. Et le bûcher, vous serez brûlée vive. Je refuse de me taire. Proche est le chaos. Le chaos est proche. Pour commencer notre vidéo récap, on va parler d'un mauvais film malheureusement, voilà, je suis désolé, mais on va commencer par Halloween Kills. Alors, tu commences ou je commence? Ouais, je vais commencer. Alors, Halloween Kills, c'est pour moi le plus mauvais film de la saga Halloween, parce que là, on respecte même pas le produit de base. Alors, je vais commencer d'abord par la technique, donc la réalisation est normal, on va dire, rien d'extraordinaire. J'ai même trouvé que la dernière demi-heure était catastrophique, aussi bien au niveau de la réalisation qu'au niveau de la photographie. Beaucoup de gros plans, beaucoup de cadrage un peu bizarre, voilà. Et au niveau du casting, c'est pareil, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, les jeux des acteurs sont banals. Et on va revenir sur ce qui fâche le plus sur ce film, c'est l'histoire. Alors l'histoire est totalement pétée, du début à la fin. Voilà, donc on suit la suite directe du Halloween de 2018. Et en plus de ça, on fait une sorte de... On revoit même le début du film de Carpenter, donc on modifie la fin. La fin du film de Carpenter. Donc on sait plus vraiment si c'est une suite ou un remake ou enfin voilà, voilà, on sait pas trop. Hein, ils auraient pu suivre classiquement la version de 2018, mais ils l'ont pas fait. Enfin voilà, on a un flashback au début qui est très bancal, voilà, qui est complètement aux fraises, voilà, avec des flics, voilà, je ne raconte pas plus. Et le gros de l'histoire, ben voilà, on suit les habitants de Haddonfield qui veulent absolument faire justice eux-mêmes en essayant de capturer Michael Myers qui se balade dans la ville comme ça et faire justice eux-mêmes.
Et en plus, les personnages sont hyper mal écrits. Ce sont tous plus ou moins des poivreaux, des rescapés des précédents films. Mais c'est tellement mal écrit. Il y a que les mises à mort qui sont de bonne facture. Et encore, les mises à mort, pas tous. Hein, on va dire que c'est assez bourrin, on va dire. C'est la seule chose vraiment récupérable dans ce film. Le reste, c'est vraiment pathétique sur tous les points de vue. Moi qui avais adoré la version de 2018, j'étais extrêmement déçu avec cette suite. Hein, j'étais prêt à pardonner, hein, justement, mais pas du tout. Donc grosse déception pour moi. Il n'y a rien à récupérer. C'est mon point de vue personnel en tout cas. Bah écoute, moi je suis un peu comme toi, ouais, c'était une très grosse déception. Alors cet épisode, en fait, il ne sert absolument à rien. C'est un film filaire, comme on appelle. C'est un film central d'une trilogie, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un troisième l'année prochaine, Halloween End. Et il ne raconte absolument rien. Voilà. Donc, comme tu disais, ça reprend à la fin du Halloween de 2018. Donc, on voit Michael Myers qui est pris dans cette maison piège qu'avait fabriqué Laurie Strode, donc on le voit brûler. Les pompiers arrivent bien sûr très rapidement sur les lieux, le libèrent, et de nouveau ça donne l'occasion au réalisateur de refaire des crimes, voilà, pour libérer Michael Myers, pour qu'il retourne sur Haddonfield pour aller essayer d'assassiner Laurie Strode. Et le film, il ne sert à rien. Déjà d'une, il ne raconte absolument rien. C'est Michael Myers, il sort de la maison, c'est d'un point A, il va à un point B. C'est tout, quoi. En fait, il passe un dolphin comme ça, il passe de maison en maison, il crée des meurtres sur meurtres. Alors des meurtres relativement bien graphiques, il y a certains meurtres qui sont sympathiques, mais c'est que du gratuit. Voilà, on perd même l'âme de Michael Myers. Surtout ce qu'avait fait John Carpenter dans son tout premier film, où Michael Myers était plus une ombre qu'un boogeyman. Là, on a plus droit à un boogeyman qui s'amuse à dessouder des gens avec des violences assez graphiques, et le film ne raconte absolument rien, quoi. Voilà. Au niveau de Laurie Strode, alors là c'est de l'arnaque totale. Ah, c'est clair. On la voit aller, si on met les scènes l'une après les autres, on la voit aller 10 minutes à tout casser. Voilà, donc on l'emmène tout de suite à l'hôpital parce qu'elle est méchamment blessée, donc on l'emmène à l'hôpital. Et on a droit à 3-4 scénettes comme ça avec elle, où elle proclame son amour au shérif d'Haddonfield, donc c'est complètement ridicule, voilà. Donc c'est de l'arnaque totale au niveau de Laurie Strode, voilà, on n'a pas du tout de confrontation entre Michael Myers et Laurie Strode. Ensuite, tout ce qui touche les habitants d'Haddonfield, comme tu disais dans ta partie, c'est que d'un seul coup on a les habitants d'Haddonfield qui décident de se réunir pour pouvoir combattre Michael Myers, pour combattre le mal, parce que pendant tout le long du film, on a les gens avec les gens qui disent oui, il faut détruire le mal, qui est complètement ridicule d'ailleurs, pour détruire Michael Myers. Mais on le sait très bien, Michael Myers c'est une machine à tuer, personne ne peut le tuer, on le sait depuis 10 films, on nous le présente comme ça, comme une machine à tuer incroyable. Et là on a des pauvres clampins d'Haddonfield qui décident de se mettre ensemble pour le détruire. Donc on a des réactions complètement débiles, mais quand je dis débile, c'est débile, quoi. C'est presque des villageois du 18e siècle. Il manque plus que les fourches et c'est ça. les fourches et les torches pour voilà, on a l'impression de revenir au 18e siècle, la chasse aux sorcières, quoi. Donc ils ont que des réactions complètement débiles. En attendant, Michael Myers, bah lui, il traverse Haddonfield tranquillement, il passe de maison en maison pour buter des gens. Voilà, donc c'est le seul petit intérêt du film, c'est ça, c'est Michael Myers, parce qu'il est toujours aussi impressionnant. Voilà, on a des meurtres sympathiques, mais tout ce qui touche les réactions des personnages, des gens d'Haddonfield, c'est complètement pété, quoi. À un moment, par exemple, dans l'hôpital d'Haddonfield, à un moment, il y a un fou de l'hôpital psychiatrique qui s'est échappé en même temps que Michael Myers. Et les gens sont persuadés, donc ce malade arrive à l'hôpital où se trouve Laurie Strode. Donc les gens sont persuadés que c'est Michael Myers. On le voit tout de suite, c'est pas Michael Myers. Il est petit, il fait 1m60, il est voûté. On dirait un espèce de Quasimodo qu'un Michael Myers. Et les gens, ils le pourchassent, ils le prennent pour Michael Myers. Et à un moment, t'as les gens, ils s'acharnent sur lui comme si c'était Michael Myers, comme si une espèce de violence comme ça qui envahit Haddonfield. Mais c'est pété de chez pété. Donc
pour moi, c'est un Halloween complètement raté. C'est de loin le plus mauvais Halloween même par rapport, si je devrais le comparer à d'autres épisodes de la saga originale. Par exemple le 8e qui était vraiment tout pété. Limite je préfère un peu plus le 8e, même si c'est tout pourrave. Oh non, c'est la même gabarit. Ouais. Que ce dernier, parce que là c'est franchement un Halloween, Halloween de trop. On est vraiment dans une saga qui est en bout de souffle. On sait plus où, on sait plus quoi faire avec cette saga. Voilà, on en fait parce que les gens adorent ça et que c'est un épisode que c'est une saga que les gens adorent, mais franchement, Halloween Skins, n'allez pas perdre votre temps à aller voir ce film, c'est vraiment de la merde, voilà, vraiment de la merde. En plus, ça se termine comme ça parce que dans un an, on va voir le 3e épisode et c'est vraiment un épisode qui ne sert à rien, il ne raconte absolument rien. C'est un film comme ça, filaire, un film de milieu d'une trilogie. Qui ne sert à rien. Donc ne perdez pas votre temps à aller voir Halloween Skins au cinéma, vous allez perdre 12 € pour rien. Il y a bien d'autres meilleurs films que cette bouse. Donc Halloween Skins, on peut dire qu'on a franchement détesté. C'est clair. On va parler d'un deuxième film malheureusement bien pété aussi. Je vais plutôt vous parler de Venom numéro 2 parce que je suis le seul entre les deux de l'avoir vu, parce que David tu n'aimes pas Venom, le premier du nom. Non, et puis je déteste le premier, et puis je me suis épargné ce navet en fait. J'ai l'impression en tout cas. Et oui, effectivement, c'est un bon gros nanar, une belle bouse. Alors moi, bizarrement, le premier avait plutôt bien marché sur moi. Je sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là. J'étais plutôt d'humeur gaillette à l'époque. Voilà, je sais pas. Le film avait plutôt bien fonctionné sur moi. J'aimais bien la relation qu'il y avait entre Eddie Brock et Venom. Je trouvais que c'était sympathique. Bon, c'est loin d'être un excellent film, c'est même un film qui est passable, mais j'avais plutôt bien aimé le premier. J'aimais bien la tête qu'on avait donnée à Venom, il faisait assez peur, voilà. Même si c'est un film pour le grand public, mais le premier avait plutôt bien marché sur moi. Bon, on avait un méchant en carton, voilà, qui était pas très bien écrit, mais bon, le film avait plutôt bien marché sur moi, qui n'est pas du tout le cas de cette suite, qui est une odieuse bouse, Pourtant, j'avais vu la critique de la plupart des copains youtubeurs en disant n'y allez pas, c'est une dope. Mais bon, j'ai voulu faire mon propre avis, voilà, j'ai voulu essayer de voir cette espèce de chose, parce que on n'est plus vraiment dans un film cinématographique, mais on est dans une chose immonde, une expérience, voilà, mais vraiment catastrophique. Donc nous suivons les aventures de Eddie Brock, donc ça suit directement les aventures du tout premier, voilà. Donc on voit Eddie Brock qui essaye de vivre avec Venom, je dis bien essaye, voilà, parce que c'est deux personnages qui Venom, vous savez très bien que Venom vit dans le corps d'Eddie Brock, et ces deux personnages qui n'arrivent pas à s'entendre, voilà. Donc dès le début du film, on a une grosse scène vraiment pathétique avec Eddie Brock et Venom qui essayent de vivre plus ou moins ensemble, mais on a l'impression que c'est un vieux couple qui vit depuis 10-15 ans ensemble, qui n'arrête pas de se prendre le chou. Donc on a un humour mais vraiment bas du front, pipi caca, voilà. À un moment on voit Venom qui prépare la bouffe et tout, qui prépare des espèces de pancakes et tout, qui s'amuse à envoyer des assiettes, donc on a une pauvre scène qui est censée nous faire rire, mais qui est vraiment pathétique, hein, parce que vraiment c'est un humour vraiment gras. Je pense que ça ne plaira qu'aux gamins de 10-15 ans, grand maximum, et encore, même eux, je sais même pas si ça les fera rire. Mais vraiment, on a une espèce de dynamique comme ça, comique, complètement pourrave. On a Tom Hardy qui essaye de reprendre le rôle d'Eddie Brock, mais là on le sent qu'il n'est pas du tout concerné, quoi. On sent qu'il est complètement à côté de la plaque. D'ailleurs on a l'impression qu'il est sous Valium, etc. Il a le regard vitreux, il y croit pas au projet, on sent qu'il y croit pas pour le projet, qu'il est juste arrivé dans cette production pour le pognon. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est Tom Hardy lui-même qui a écrit le scénario de cette bouse, donc il est responsable de ce film, parce qu'il est producteur de la saga. Donc maintenant
on sent que le pépère il se fout un petit peu de notre gueule, voilà. Donc j'espère qu'il va revenir dans les prochains films, dans les prochaines années, dans des films beaucoup bien meilleurs, quoi, parce qu'on sait très bien que c'est un très très bon acteur. Et donc on a cette grande ligne comique qui ne marche absolument pas avec Venom, donc voilà, il s'envoie il s'envoie de la bouffe en pleine tronche, des assiettes en pleine tronche, en disant oui, de toute façon tu m'aimes pas, on n'est pas fait pour être ensemble, donc ça ne marche absolument pas. Après je vais parler de Woody Harrelson, voilà, qui est un très très bon acteur qu'on adore, David, mais là qui est complètement en roue libre, il a le rôle du méchant. Ils lui ont foutu une espèce de moumoute comme ça, roux. Il est abominable, quoi. On a un droit à un méchant mais qui cabotine à 200%. Il en fait 300 tonnes. C'est vraiment un méchant mais tout pété. Le pauvre Woody Harrelson, tu te dis mais qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, etc. Pareil, c'est pour le pognon, hein, je pense. Qui nous joue un rôle mais vraiment complètement pété. Voilà, moi je suis attristé de le voir dans un tel rôle. Voilà, donc il va devenir au bout de 20 minutes de film, il va devenir Carnage, donc un personnage qui est quand même assez connu dans le monde de Spider-Man. Voilà, un grand méchant de Spider-Man qui est censé être un méchant vraiment très rotor, très viscéral, comme ça, très méchant, qui dessoude en permanence des gens. Et là, bon, Venom est quand même méchant. La naissance de Venom est plutôt bien, voilà, c'est le seul truc que je rachète. De Carnage, tu veux dire. De Carnage, voilà, la naissance de Carnage, bien, merci. De Carnage est plutôt bonne, mais voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment bon. Sinon le reste après c'est vraiment pété de chez pété. À un moment on a Venom qui quitte le corps d'Eddie Brock pour s'identifier, enfin pour se voilà, il se quitte à un moment comme un vieux couple. Et Venom en fait à un moment il part comme ça, il passe de corps en corps pour se retrouver dans une boîte de nuit gay, gay, et il fait complètement son coming out, enfin pas directement, pas frontal, mais voilà, on a l'impression que Venom fait son coming out en disant voilà, maintenant je suis seul, maintenant je suis libre, je suis un personnage libre, etc. J'ai plus besoin de personne pour pouvoir me dire ce que je dois faire. Et il est sur une scène comme ça devant tout un parterre de gens qui sont gays, comme ça, qui jettent son micro, mais c'est pathétique. Tu te dis mais qu'est-ce que tu viens foutre, Venom, dans une boîte de nuit gay? Et on a que des scènes comme ça au climax de fin où Venom va combattre Carnage. Et là, on a droit à des scènes d'action complètement épileptiques. Voilà, on a les deux personnages comme ça qui se mélangent pour se combattre, et c'est illisible. C'est vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment de la daubasse du début à la fin. Donc, je vais arrêter de parler de cette daube parce que voilà, il mérite vraiment. En plus, la réalisation est faite par Andy Serkis, donc un acteur qu'on aime plutôt bien. Bon, qui avait déjà réalisé son premier film qui était Mowgli, que toi t'as pas vu, que j'ai vu moi sur Netflix, qui est sympathique. Bon, je préfère quand même le livre de la jungle qui a été fait quelques années auparavant par Disney, mais voilà, qui était sympathique, voilà, qui était pas un grand film. Mais là, Andy Serkis nous réalise une merde de chez merde. On a l'impression qu'il n'a pas pu maîtriser les personnages de l'univers de Spider-Man, que ce soit Venom ou Carnage. Mais vraiment, voilà, c'est une merde absolue. Les acteurs sont complètement aux fraises. La réalisation est banale de chez banale. Voilà, il y a rien, il y a pas de mouvement de caméra. On a des effets spéciaux qui sont dégueulasses de chez dégueulasses. Les pires CGI que j'ai vus ces derniers mois. L'histoire est simple mais pétée. C'est d'un mauvais goût abyssal. Donc n'allez pas perdre votre temps à aller voir cette daube. Voilà, il y a de bien meilleurs Marvel, et pourtant on n'est pas des gros fans de Marvel nous, mais il y a quand même des Marvel qui sont de meilleure qualité que cette bouse. Donc n'allez pas perdre votre temps avec ce Venom numéro 2 tout pété. Voilà. Pour finir notre récap, là cette fois on va finir par un très très bon film qu'on a adoré, David et moi, le dernier Ridley Scott, Le Dernier Duel. Alors tu commences là? Je commence. Donc là, on a le droit à un grand retour de Ridley Scott dans son style peut-être fétiche, le style qu'il préfère. C'est le film médiéval, donc sur le Moyen-Âge.
Et donc là, on a le droit à une réalisation pur jus Ridley Scott. La reconstitution est parfaite. Dans la photographie, c'est pareil. Des couleurs déstructurées, comme ça, très noir et blanc, avec un décor enneigé. On ressent le froid, on ressent aussi la difficulté de vivre à cette époque-là. Donc ça, c'est pour la partie technique. Et sur l'histoire, c'est extrêmement envoûtant, c'est captivant parce qu'on suit bien sûr les aventures de 3 points de vue en fait. Je vais laisser Vincent développer après, mais on a 3 points de vue où voilà qui va se passer pendant à peu près 2 heures et ensuite pour se conclure sur un procès. Et cette histoire c'est assez particulier parce qu'en fait ça prend toute la place ces points de vue, mais ça se termine bien sûr par ce duel final où là ça va être extrêmement violent, extrêmement graphique aussi, comme Ridley Scott a l'habitude de faire dans ses plus grands films. Et ensuite je vais parler aussi du casting, le casting 3 étoiles, Matt Damon, Adam Driver et puis Judith Cormer, voilà, qui sont excellents, et puis aussi Ben Affleck aussi dans un petit rôle. Donc un casting 3 étoiles, ils sont tous imprégnés par leurs personnages. Que dire d'autre? On est aussi dans du Game of Thrones, on a l'impression que tous ces paysages enneigés, tout ça, tout ce froid est identique à la dernière saison Game of Thrones, donc il y a beaucoup de similitudes entre ces deux œuvres. Et voilà, que dire aussi, un gros travail de fait aussi sur les bruitages, les bruitages parce que qui se marie parfaitement avec le score médiéval, folk qui était apporté bien sûr. Donc un gros travail de fait sur le bruitage, donc que ce soit en extérieur ou en extérieur, que ce soit le feu qui crépite ou le bruit des épées ou des armures, tout est extrêmement travaillé, donc du très bon travail. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui il faut attendre un réalisateur comme Ridley Scott qui a plus de 80 ans pour Daniel Pion à plein de réalisateurs qui ont 30-40 ans et qui font 2 fois moins bons ou bien qui n'ont pas la possibilité de faire les films qu'ils veulent. Donc c'est très malheureux et c'est pour ça que Ridley Scott remonte le niveau cette année avec un de ses piliers, un de ses plus grands films. Voilà. Écoute, moi je suis exactement comme toi, j'ai adoré ce dernier film de Ridley Scott. Pourtant j'étais assez déçu des dernières productions de Papy Scott, parce que comme tu l'as dit, il arrive quand même à plus de 80 ans, donc j'étais assez déçu donc de son tout dernier, par exemple Alien Covenant. J'avais bien aimé sa photographie, sa réalisation sur Alien Covenant, parce que c'est vrai que le Papy... il arrive sur 80 ans, mais il sait encore très très bien filmer, il sait shooter, ça, il y a aucun doute, c'est un très très grand master, donc il sait très très bien shooter, mais j'avais pas aimé dans le sens où il avait amené la mythologie alien, voilà, je n'aimais pas ce côté mystique qu'il avait donné à la saga Alien, l'histoire aussi qui était franchement pas bonne, donc moi j'étais assez déçu de ses dernières productions, et là franchement on est unanime, voilà, il revient vraiment en très grande forme, il revient avec un film médiéval, de très très bonne facture, encore une fois c'est très très bien shooté, la photographie est magnifique, la réalisation est de toute beauté, on a un casting 3 étoiles, on a Matt Damon, on a Ben Affleck, on a Adam Driver qui est vraiment excellente, on a aussi Judith Comer qui est très très bonne aussi, c'est une actrice que je ne sais pas beaucoup, et là franchement j'étais bluffé par sa prestation. Donc nous suivons les aventures de Jean de Carouge, voilà, qui est joué par Matt Damon. En face de lui on a Adam Driver qui joue le rôle de Jacques Legris, qui est un autre chevalier, voilà. Donc ces deux amis, Jean de Carouge et Jacques Legris, sont des très très bons amis, donc des chevaliers comme ça qui partent en campagne pour livrer bataille pour leur roi. De retour de leur campagne, t'as Margaret, donc qui est jouée par Judith Comer. Marguerite. Marguerite, donc qui annonce à son mari
Jean de Carouge, ouais, je vais avoir du mal avec les noms des chevaliers, qui a été violé par Jacques Le Gris, donc son meilleur ami, et Jean de Carouge va être blessé dans son cœur de chevalier, parce qu'à l'époque les hommes étaient assez machos, voilà, c'était les hommes qui étaient virils, qui dominisaient leur femme, et il va être complètement meurtri dans son ego d'homme, et va décider de provoquer en duel donc Jacques Le Gris, qui était son ancien meilleur ami. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on a droit à 3 points de vue différents. On a une première point de vue de Jean de Carouge, donc joué par Matt Damon. Ensuite, après, on va avoir un deuxième point de vue de la part de Jacques Le Gris, donc qui est joué par Adam Driver. Et on va avoir une troisième point de vue du point de vue de Margaret, donc jouée par Marguerite. Oh, je vais avoir du mal. Marguerite, jouée par Judith Comer. Et c'est très très intéressant parce qu'on a 3 points de vue complètement différents. On s'aperçoit très rapidement que les personnages dans ce film sont pas tous blancs. Voilà, ils ont tous des côtés sombres dans leur interprétation. Voilà, au début du film, dans l'interprétation de Jean de Carouge, donc joué par Matt Damon, lui, on a plus une interprétation d'un homme bon, voilà, qui veut vraiment défendre l'image de sa femme, enfin redonner les haines de noblesse à sa femme, défendre sa femme. Donc on a plutôt l'image d'un homme bon et protecteur. Dans la version de Jacques Le Gris, lui, on a plus l'interprétation d'un homme plutôt coureur de jupons, dragueur au niveau des femmes. Voilà, toutes les femmes ne peuvent pas lui résister. Donc on a une interprétation de lui pas comme un monstre, parce que pour lui il n'a pas violé cette femme, mais cette femme était plutôt consentante à ses avances, parce qu'à un moment dans la version de Jacques Le Gris, on a une interprétation d'une attirance. Voilà, Margaret, Marguerite, j'y arriverai sur Marguerite. Et sous son charme, donc pour lui il n'y a pas eu viol. Et dans la version de Marguerite, voilà, je vais y arriver, Marguerite, c'est complètement différent. Jacques Le Gris est un violeur, voilà, est un prédateur qui est arrivé, qui a fait éruption dans sa demeure et qui l'a complètement violé. Donc on a droit à une petite scène assez costaud. Voilà, on voit Jacques Le Gris qui saute dessus, qui lui saute dessus et qui la viole. Voilà, donc on a 3 points de vue quand même qui est assez intéressant. Bon, le film n'épargne pas quelques longueurs, parce que moi j'ai trouvé que le film était un petit peu long par moment. Voilà, parce qu'on répète les mêmes scènes. Voilà, parce qu'on répète les mêmes scènes. Donc on a 3 points de vue, mais on a souvent des scènes qui reviennent, mais avec des visions complètement différentes. Donc je trouve que le film, le film de 2h, presque 2h30, 3h30, non, 2h30, ouais. 2h30 de film, et par moments c'est un petit peu long, parce que voilà, ça va rebuter peut-être certains spectateurs, parce qu'on a tendance à revoir les mêmes scènes, mais voilà, par moments c'est un petit peu long. Voilà, il aurait dû écourter un tout petit peu plus son film, mais ça n'enlève pas la richesse du film. Ah oui, et vraiment la mise en scène est vraiment de toute beauté. On a des acteurs vraiment qui sont au top, qui sont à fond dans leur film. Ils sont imprégnés, ouais. C'est vraiment imprégné par leur rôle, jusqu'à ce duel final, donc ce fameux dernier duel. Voilà. Bon, avant on a droit à une petite scénette de tribunal. Voilà, on a un film. Dans ce film, on a droit à une partie de jugement. Voilà. Toute petite partie d'ailleurs, où le roi va décider d'accepter ce fameux duel entre Jean de Carouge et Jacques Le Gris. Donc on a droit à un duel final qui est assez violent, voilà, qui est pas très long finalement, il dure entre 10-12 minutes, mais voilà, on a droit à ce duel. Donc à la fin on a un vainqueur, voilà, on en a un des deux qui meurt, donc je vais pas vous révéler lequel, mais voilà, on a droit à un duel assez violent dans son duel. Voilà, Ridley Scott en général, quand il filme des combats, des scènes de combat ou des scènes de duel,
voilà, il met vraiment du cœur et du corps à ses combats. Donc ouais, c'est un très très bon Ridley Scott pour moi. Comme David, voilà, pour moi ça va être un des meilleurs films de 2021 parce qu'il y a vraiment absolument tout dans ce film. Bon, faut aimer le film médiéval, hein, voilà. Et puis le rythme est assez lent, donc ça va peut-être rebuter certaines personnes qui aiment plutôt l'action. Voilà, on a de l'action mais pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de scènes de bataille ou des scènes de combat. On a plutôt des 3 versions différentes sur un viol. Mais voilà, c'est un film qu'on a adoré, voilà, qu'on vous pousse à aller voir vraiment. Voilà, c'est le meilleur film des 3 films qu'on vous a parlé dans ce récap. C'est vraiment un très très bon Ridley Scott. Voilà, j'espère qu'il va continuer sur sa longueur, qu'il va nous dans les mois ou dans les années qui vont venir, nous proposer des films de cet acabit. Nous, on est vraiment preneurs. On va être les premiers à aller au cinéma pour aller voir les prochains Ridley Scott parce que c'est vraiment un très très bon film. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de ce récap de ces 3 films. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va vous dire le speech de fin. Habituel. Likez, délikez, abonnez-vous. Suivez notre petite chaîne parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, enfin plutôt dans la 3e partie de la saga Vendredi 13, voilà, notre petite chaîne en ce moment galère, voilà, donc essayez de parler de notre chaîne autour de vous pour qu'il y ait des gens qui s'abonnent parce que là on a perdu malheureusement 2-3 abonnés ces derniers temps, donc ça nous démotive un petit peu avec David, donc on continue parce que on aime ça, vous parler de cinéma parce qu'on veut faire avant tout vous faire partager notre passion qui est le cinéma, mais essayez autour de vous de parler de notre petite chaîne parce qu'on veut continuer à vous parler de cinéma parce que moi je prends énormément de plaisir et David aussi. Donc voilà, donc essayez de parler de notre petite chaîne autour de vous et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis. Ciao les amis.